Admettons-le franchement, vous avez été conditionné. Pas par un ordinateur, ni par une société secrète obscure, même si, honnêtement, cela peut parfois en donner l'impression. En réalité, votre programmation vient de l'environnement dans lequel vous avez grandi, de ce qu'on vous a appris à propos de l'argent, des habitudes que vous avez observées chez les adultes autour de vous, ainsi que d'un système économique qui, pour être franc, fonctionne beaucoup mieux lorsque la majorité des gens n'en comprend pas totalement les mécanismes. Et voici ce qui est surprenant. La plupart des gens aujourd'hui, stressés par leur situation financière, travaillant plus de 40 heures par semaine tout en ayant le sentiment de ne jamais avancer, pensent que leur problème vient simplement d'un revenu insuffisant. Ils s'imaginent qu'une augmentation, un meilleur emploi ou une opportunité chanteuse est tout ce qui les sépare de la stabilité financière. Ce n'est pas le cas. Le problème est bien plus profond que cela. Et le fameux 1%, ceux qui se trouvent tout en haut de l'échelle de la richesse, ont compris quelque chose sur l'argent, sur l'état d'esprit et sur le fonctionnement du système que la majorité n'a jamais appris. Ce n'est pas une question de chance, ni uniquement d'héritage. Alors, que savent-ils que vous ignorez? C'est précisément le sujet de cette vidéo. 7 raisons pour lesquelles la plupart des gens sont conditionnés à rester pauvres et ce que le 1% fait différemment. Cela risque d'être inconfortable, mais cela pourrait être l'une des révélations les plus marquantes que vous verrez cette année. Entrons dans le vif du sujet. Première raison, on vous a appris à gagner de l'argent, pas à le comprendre. Voici l'un des conditionnements les plus fondamentaux et les plus destructeurs que la majorité reçoit. Aller à l'école, obtenir de bonnes notes, décrocher un emploi, être payé et répéter ce cycle jusqu'à 65 ans, puis prendre sa retraite. C'est le scénario classique, et des millions de personnes le suivent fidèlement, travaillant dur toute leur vie pour arriver à l'âge de la retraite avec presque rien à montrer. Le système éducatif a été conçu pendant la révolution industrielle, avec un objectif clair, former des travailleurs, pas des propriétaires, pas des investisseurs, pas des entrepreneurs, des travailleurs. Des individus capables de suivre des consignes, d'être ponctuels et d'échanger leur temps contre un salaire. Et il a parfaitement rempli ce rôle. Il continue encore aujourd'hui. Le 1% le sait. C'est pourquoi ils ne se contentent pas de gagner de l'argent. Ils l'étudient. Ils comprennent les taux d'intérêt, les stratégies fiscales, les capitaux, l'effet de levier, les flux de Tesoro et les intérêts composés. Ils considèrent l'éducation financière comme une seconde langue, probablement la plus précieuse au monde. Pendant ce temps, beaucoup de gens peuvent citer chaque joueur de leur équipe sportive, mais sont incapables de dire quel est leur taux d'imposition réel ou combien ils paient en intérêt chaque année sur leurs dettes. Ce n'est pas une critique, c'est un symptôme d'un système qui n'a jamais fait de cette connaissance une priorité pour eux. La solution est simple, mais pas forcément facile. Commencez à apprendre. Des livres comme The Psychology of Money de Morgan Housel ou I Will Teach You to Be Rich de Ramit Sethi sont accessibles, modernes et conçus pour ceux qui n'ont jamais été initiés à ces notions. Un seul livre peut transformer votre trajectoire financière davantage qu'une augmentation de salaire. Ce n'est pas exagéré. Ainsi, le système scolaire nous a formés à être des salariés, pas des propriétaires. Mais il ne s'agit pas seulement de ce que l'on nous a appris, c'est aussi de ce que l'on n'a jamais appris. Et la deuxième raison met en lumière une force discrète mais extrêmement destructrice dans la vie financière quotidienne dont presque personne ne parle ouvertement. Deuxième raison, vous avez été conditionné à consommer. Parlons de la machine invisible qui influence en permanence votre vie financière. Une personne moyenne est exposée entre 4 000 et 10 000 publicités par jour. Et chacune de ces publicités poursuit un objectif unique. Vous faire ressentir un manque, vous convaincre que vous n'êtes pas complet sans ce produit, que cet achat vous rendra plus areli, plus séduisant, plus accompli, plus digne d'admiration. Et elles sont excellentes dans ce domaine. L'industrie publicitaire américaine a dépensé plus de 322 milliards d'euros en 2023, soit plus que le PIB de nombreux pays, uniquement pour influencer votre comportement de consommation. Les entreprises emploient des psychologues comportementaux, des neuroscientifiques et des analystes de données pour déterminer précisément quels leviers émotionnels activer pour vous pousser à dépenser. Ce n'est pas une théorie du complot. Tout cela est documenté publiquement. Cela s'appelle la psychologie du consommateur, et c'est un domaine académique et commercial pesant plusieurs milliards. Le résultat? Une culture où consommer devient une identité, où la voiture que vous conduisez reflète votre statut, où le restaurant dans lequel on vous voit définit votre image, où la marque sur vos baskets sert d'indicateur de votre valeur en tant que personne. Et cela fonctionne.
Les Américains cumulent plus de 1,13 million d'euros de dettes de cartes de crédit au début de 2024, selon la Federal Reserve Bank of New York. 1 trillion, avec un T. La majeure partie de ces dépenses ne concerne ni des urgences médicales ni des besoins vitaux. Il s'agit de style de vie, de comparaison sociale, d'achats destinés à ressentir quelque chose. Le 1% n'est pas totalement insensible au marketing, mais il a été éduqué, ou s'est formé lui-même, à le voir pour ce qu'il est réellement. Ils analysent leurs achats selon leur impact financier, pas selon une impulsion émotionnelle. Ils se demandent « Quel effet cela a-t-il sur mon patrimoine ?» plutôt que « Est-ce que cela va me faire du bien pendant 48 heures ?» Ce passage d'une consommation émotionnelle à une consommation réfléchie est l'un des leviers financiers les plus puissants à votre disposition. Et il ne coûte absolument rien à mettre en place. Le marketing détourne votre manière de dépenser. Mais si le véritable problème ne venait pas de l'extérieur? Et si la principale raison pour laquelle tant de personnes restent à découvert se trouvait entièrement dans leur propre esprit? La troisième raison nous amène sur un terrain psychologique et très personnel. Troisième raison, votre mentalité de rareté pilote vos décisions. Préparez-vous, celle-ci peut faire mal. Lorsqu'une personne est obsédée par le manque d'argent, cela diminue concrètement ses capacités cognitives. C'est comme si le stress financier monopolisait la mémoire de votre cerveau, laissant moins de ressources pour le reste. Prise de décision, vision à long terme, résolution créative de problèmes, tout empathie. Autrement dit, être en difficulté financière a un coût mental élevé. La pression liée au manque rend plus difficile la prise de décision qui permettrait justement d'en sortir. C'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Mais il y a une nuance importante et surtout exploitable. La mentalité de rareté ne concerne pas uniquement les personnes réellement en difficulté. Elle touche aussi celles qui pensent qu'elles n'auront jamais assez, peu importe leurs revenus. Quelqu'un gagnant 80 000 € par an peut souffrir d'une mentalité de manque tout aussi paralysante qu'une personne à 25 000 €. Car c'est une croyance, pas seulement un solde bancaire. La conviction que les opportunités sont limitées. L'idée que la richesse est réservée aux autres. La pensée que mettre de l'argent de côté est inutile parce qu'un imprévu surviendra toujours. La perception que l'investissement est trop risqué, trop complexe ou pas fait pour quelqu'un comme soi. Ces croyances constituent le véritable conditionnement. Elles proviennent de l'observation d'adultes agissant dans la peur, d'avoir entendu « on ne peut pas se le permettre » sans aucune explication, d'avoir grandi dans un environnement où l'argent était rare, source de stress et rarement abordé ouvertement. Le 1% adopte une mentalité d'abondance, non pas par naïveté, mais parce qu'il a constaté à plusieurs reprises que les opportunités peuvent se multiplier, que la richesse peut être créée et que le jeu n'est pas à somme nulle. Cette manière de penser peut être reprogrammée. Cela demande du temps et de la répétition. Tout commence par le fait de repérer quand une décision est dictée par la peur du manque, puis de se demander si cette croyance repose sur des faits ou sur une émotion. Ce sont deux choses différentes. L'état d'esprit constitue l'architecture invisible de votre vie financière. Mais même ceux qui corrigent leur mentalité peuvent être freinés par quelque chose qui semble totalement anodin, et la quatrième raison est l'une des plus reconnaissables et inconfortables. Quatrième raison, votre inflation de style de vie dévore votre avenir, progressivement, amélioration après amélioration. Imaginez cette situation. Vous obtenez une augmentation, une vraie, 10 000 € de plus par an. Vous êtes enthousiaste, c'est mérité, vous avez travaillé pour ça. Puis, lentement et presque imperceptiblement, votre mode de vie évolue. Vous améliorez votre logement, vous commandez plus souvent via Uber Eats parce que vous pouvez vous le permettre. Vous remplacez votre salle de sport à 25 € par mois par une version plus haut de gamme à 85 €. Vous choisissez une voiture légèrement meilleure, vous acceptez davantage de week-ends et de voyages. Et à la fin de l'année, vos dépenses annuelles ont augmenté d'environ 10 000 €. L'augmentation a disparu. Non pas parce que vous avez fait une grosse dépense, mais parce qu'une multitude de petites améliorations l'ont silencieusement absorbée. C'est ça l'inflation de style de vie. Et c'est un destructeur de richesse discret dont personne ne vous parle au début. Voici pourquoi c'est si dangereux. Chaque amélioration prise une à une est parfaitement justifiable. Je travaille dur, je mérite une meilleure salle de sport, c'est vrai. La vie est courte, autant profiter d'un meilleur logement, c'est légitime.
Chaque choix isolé paraît logique, mais ensemble, ils empêchent toute accumulation réelle de richesse car chaque hausse de revenus est immédiatement engloutie par un mode de vie plus coûteux. Une enquête menée en 2023 par Bankrate a révélé que près de 60% des Américains auraient du mal à faire face à une dépense imprévue de 1 000 € avec leurs épargnes. Ce phénomène touche tous les niveaux de revenus, y compris les hauts salaires. Parce que l'inflation de style de vie ne dépend pas de ce que vous gagnez, elle s'ajuste simplement à ce que vous avez. Le 1% considère les augmentations et les hausses de revenus comme une matière première à exploiter et non comme une autorisation à dépenser davantage. La première question, quand vos revenus augmentent, n'est pas « qu'est-ce que je peux améliorer ?», mais « où puis-je les déployer ? Dans quoi puis-je investir ? Quel actif puis-je ajouter ? Quelle partie de mon système financier puis-je accélérer ?» La règle est simple, lorsque vos revenus augmentent, votre taux d'épargne doit augmenter avant votre niveau de vie. Même si c'est seulement 50% de l'augmentation pour construire du patrimoine et 50% pour le confort, cette discipline seule vous place déjà devant la majorité. L'inflation du style de vie vous fait courir sans avancer. Mais il existe un piège encore plus concret qui coûte directement des milliers d'euros par an à des millions de personnes. Et le pire, c'est que beaucoup pensent que c'est totalement normal. La cinquième raison est celle qui devrait réellement vous mettre en colère. Cinquième raison, vous êtes discrètement affaibli par les frais, les intérêts et les petites lignes. Parlons chiffres des vrais. L'Américain moyen a environ 6 500 € de dette de carte de crédit avec un taux d'intérêt moyen autour de 22%, niveau observé en 2024 selon le Consumer Financial Protection Bureau. Cela représente environ 1 400 € par an uniquement pour les intérêts. Pas pour rembourser le capital, juste pour le coût de la dette. Sur 5 ans, avec des paiements minimums, cette personne remboursera bien plus que ce qu'elle a emprunté au départ, tout en pouvant encore conserver un solde restant. Ce n'est pas un prêt, c'est un abonnement à rester pauvre. Et ce n'est pas limité aux cartes de crédit. Il y a les frais de tenue de compte bancaire, les plans 401K avec des ratios de frais qui prélèvent 1% ou plus par an sur vos rendements, ce qui semble faible jusqu'à ce que vous réalisiez qu'1% composé sur 30 ans peut représenter des centaines de milliers d'euros de croissance perdue. Il y a aussi les crédits automobiles sur des actifs qui perdent de la valeur, les prêts sur salaire avec des taux annuels effectifs pouvant dépasser 400%. Le secteur des services financiers est extrêmement rentable. JP Morgan Chase a généré 49,6 milliards d'euros de bénéfices nets en 2023. Une part significative de ces profits provient des frais et intérêts payés par des personnes qui n'ont pas pleinement compris ce à quoi elles souscrivaient. Le 1% est obsédé par les frais, de manière impitoyable. Ils utilisent des fonds indiciels à faible coût avec des frais inférieurs à 0,1%. Ils négocient les taux d'intérêt, ils remboursent leur carte de crédit intégralement chaque mois, profitant des récompenses sans jamais payer d'intérêt. Ils lisent les petites lignes car ils savent que c'est là que se cache le vrai coût. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer à faire cela. Vous devez simplement être conscient. Ouvrez chacun de vos comptes et identifiez les frais prélevés automatiquement. Analysez les taux d'intérêt de vos dettes. Ce sont des coûts qui n'ont jamais été annoncés clairement. Ils ont été dissimulés. Déterrez-les et éliminez-les un à un. Les frais et les intérêts agissent comme une fuite lente. Mais la prochaine raison pour laquelle les gens restent pauvres est encore plus difficile à admettre car elle touche à quelque chose de bien plus personnel que l'argent. Elle touche à l'identité. Et la sixième raison pourrait changer la façon dont vous vous percevez. Sixième raison, être à court d'argent est devenu une partie de votre identité. C'est le point inconfortable. Restez avec moi. Beaucoup de personnes, surtout dans la vingtaine ou au début de la trentaine, ont inconsciemment intégré le fait d'être fauchées comme une composante de leur identité. Cela ne signifie pas qu'elles le souhaitent, cela signifie que leurs habitudes, leurs blagues, leurs interactions sociales et leurs décisions sont alignées avec quelqu'un qui n'a pas d'argent et ne s'attend pas à en avoir. Je ne suis pas doué avec l'argent, je ne comprendrai jamais l'investissement, les riches ont juste de la chance, j'épargnerai quand je gagnerai plus. Ce ne sont pas simplement des pensées, ce sont des affirmations identitaires, des manières de vous définir par rapport à la richesse en vous plaçant en dehors d'elle. Il existe un principe psychologique appelé comportement basé sur l'identité, popularisé par James Clear dans son livre Atomic Habits. L'idée centrale est que les changements de comportement les plus durables ne viennent pas des objectifs, mais de la manière dont vous vous percevez. Vous ne décidez pas simplement d'épargner, vous devenez une personne qui épargne. Vous ne tentez pas seulement d'investir, vous devenez quelqu'un qui investit.
Ce changement peut sembler subtil, mais ses conséquences sont immenses. Car quand le manque devient votre identité, toute amélioration financière ressemble à une menace. Épargner, bâtir du patrimoine, investir, tout cela peut donner l'impression de devenir quelqu'un d'autre que la personne que vos proches connaissent, que celle que votre famille a formée, que celle que vous avez toujours été. Et le cerveau résiste fortement à cela. Le 1% n'entretient pas de relations compliquées avec la richesse. Ils s'attendent. Ils se voient comme des créateurs de richesse, non pas par arrogance, mais comme une réalité naturelle de leur manière d'agir. Vous devez vous autoriser à devenir cette personne. Pas un jour, maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir plus d'argent pour commencer à penser comme quelqu'un qui gère bien ses finances. C'est cette manière de penser qui crée l'argent et non l'inverse. L'identité influence les comportements. Mais il reste une dernière raison qui relie tout, et c'est la plus systémique de toutes. La 7e raison offre une vue d'ensemble qui explique pourquoi l'écart entre le 1% et le reste de la population continue de se creuser au lieu de se réduire. 7e raison, le système récompense la propriété, pas le travail. Et la plupart des gens ne possèdent qu'un seul des deux. Voici la réalité structurelle la plus importante de toute cette vidéo. L'économie moderne fonctionne selon 2 voies. Première voie, le travail. Vous travaillez, vous êtes payé. Vos revenus sont directement liés à votre temps et à vos efforts. Il existe une limite, vos heures multipliées par votre taux. Deuxième voie, la propriété. Vous détenez quelque chose, une entreprise, de l'immobilier, des actions, de la propriété intellectuelle, et cet actif génère des revenus que vous soyez présent ou non. Le système fiscal, les infrastructures d'investissement et le cadre juridique sont tous nettement plus avantageux pour les propriétaires que pour les salariés. Les plus-values à long terme, les gains issus de la détention d'investissement, sont imposés à 0%, 15% ou 20% selon le niveau de revenu. Pendant ce temps, les revenus issus du travail peuvent être taxés jusqu'à 37% au niveau fédéral, auxquels s'ajoutent les taxes locales et les contributions sociales et médicales. Relisez bien cela. L'argent que vous gagnez en possédant des actifs est moins taxé que celui que vous gagnez en travaillant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une incitation structurelle à devenir propriétaire. Le 1% n'est pas simplement plus riche, il joue un jeu fondamentalement différent avec des règles totalement différentes. Et il en est conscient. La solution n'est pas de s'indigner, mais de comprendre ce système et de l'utiliser. Commencez à construire de la propriété, même à petite échelle. Une fraction d'un fonds indiciel est déjà une forme de propriété. Un bien locatif en est une autre. Une petite activité secondaire aussi. Chaque élément que vous possédez vous rapproche de la seconde voie, et cette voie n'a pas de plafond. Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre emploi, mais vous devez commencer à bâtir quelque chose en parallèle, quelque chose qui génère des revenus pendant que vous dormez, quelque chose qui vous appartient. Car le travail seul, peu importe l'effort ou les compétences, restera toujours limité par le nombre d'heures dans une journée. Le 1% n'est pas arrivé au sommet en travaillant plus dur que les autres. Il y est parvenu en construisant des systèmes qui travaillent à sa place. Et cette possibilité existe aussi pour vous. Très bien, concluons. Cette raison explique pourquoi la majorité est conditionnée à rester sans richesse. Un système éducatif conçu pour former des travailleurs plutôt que des propriétaires, une machine marketing de 322 milliards d'euros destinée à vider votre portefeuille, une mentalité de rareté qui limite silencieusement chacune de vos décisions, une inflation de mode de vie qui absorbe chaque augmentation avant qu'elle ne produise quoi que ce soit, des frais et des intérêts dissimulés dans les détails, une identité plus à l'aise avec le manque qu'avec l'abondance, et enfin, un système qui favorise structurellement la propriété auquel la plupart des gens n'ont jamais réellement été introduits. Voici l'essentiel à retenir. Rien de tout cela n'est de votre faute, mais tout relève de votre responsabilité à corriger. La faute et la responsabilité sont deux notions distinctes. Et dès que vous assumez cette responsabilité sans vous noyer dans la culpabilité, c'est là que les choses commencent réellement à évoluer. On ne peut pas corriger ce que l'on ne voit pas. Maintenant, vous en avez conscience. Si cette vidéo vous a réellement parlé, écrivez en commentaire « Je serai riche ».
Sérieusement, cela prend 1 seconde et permet à ce contenu d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Nous construisons ici une véritable bibliothèque d'éducation financière, et vous ne voudrez pas manquer la suite. Alors, quelle est la prochaine étape? Nous avons établi que le système favorise la propriété, mais en théorie, cela semble toujours simple. La vraie question est, comment commencer concrètement avec un budget serré, des dettes réelles et aucune expérience en investissement? La prochaine vidéo détaille précisément les premières étapes pour construire de la propriété à partir de zéro. Pas de discours inutile, pas de barrière, juste une feuille de route claire pour quelqu'un qui part de la réalité. Si vous vous êtes déjà dit « je commencerai quand ma situation sera plus stable », cette vidéo va remettre cette idée en question. Elle est déjà disponible. Allez la regarder.